Bonjour à tous, ce doublage est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous souhaitez soutenir ce travail par un don, vous trouverez un lien PayPal dans le descriptif de cette vidéo. Merci de bien vouloir liker et partager. Bon visionnage à tous. Ce film comporte des scènes que certains spectateurs peuvent trouver dérangeantes. Le 7 octobre 2023, 1200 hommes armés du Hamas franchissent la barrière qui sépare la bande de Gaza d'Israël. Ils envahissent les bases de l'armée et tuent plus de 1000 Israéliens et étrangers. Ils ont pris des dizaines d'enfants, ils les ont brûlés, les ont ligotés et les ont exécutés. Une famille de 4, autour de la table du petit déjeuner. Le père dont l'œil a été arraché, la mère dont les seins ont été coupés, la fille aux pieds amputés et le garçon qui s'est fait couper les doigts avant d'être exécuté. Ces récits ont été utilisés pour justifier une guerre contre Gaza, qui a tué au moins 31 000 Palestiniens, dont 13 000 enfants. Achevez-les, achevez-les, n'oubliez jamais ce qui s'est passé. L'unité d'enquête d'Al Jazeera a procédé à une analyse des événements du 7 octobre. L'unité d'enquête a examiné 7 heures d'images, dont une grande partie provenait des caméras des combattants du Hamas décédés. Elle a examiné les témoignages de centaines de survivants et dressé une liste exhaustive des victimes. Elle a constaté l'existence de crimes de guerre à grande échelle, mais a découvert que bon nombre des récits les plus horribles étaient faux. Les porte-paroles officiels ont eu recours à la désinformation, et parfois à une désinformation délibérée. Je suis désolé d'être explicite, mais je ne vois pas de bébé ici. Si vous pouvez activer le sentiment de dégoût des gens, ils seront plus enclins à soutenir des représailles brutales contre les Palestiniens. Elle révèle que certaines des victimes ont été tuées par les forces israéliennes. Cette séquence, je trouve cela très inquiétant. Nous ne savons pas qui sont ces personnes, qu'il s'agisse de tireurs, de civils ou d'otages. Et on constate que le 7 octobre a peut-être changé la politique de la région pour toujours. Je regrette de vous dire que je pense que cela a été un succès phénoménal de leur point de vue. Le 7 octobre a envoyé un message très fort et très clair. Personne ne peut contourner les Palestiniens. En Palestine, il existe de nombreuses communautés prospères construites par des réfugiés qui y ont déjà trouvé un foyer. Les colonies israéliennes, connues sous le nom de kibbutz, qui entourent la bande de Gaza, ont été construites à l'époque de la création de l'État d'Israël en 1948. Les environs immédiats de Gaza sont essentiellement constitués de petits villages, des kibbutz. Dans les premières années au moins, les kibbutz et les autres villages avaient un rôle de défense. L'idée était que là où vous établissiez un kibbutz comme celui-ci, cela déterminerait la frontière d'Israël et cela tiendrait la frontière. Aujourd'hui, les kibbutz sont des communautés agricoles prospères. La région s'est très bien développée. Elle fournit une bonne partie de la production agricole d'Israël. Sa population est diversifiée et heureuse dans l'ensemble, jusqu'au 7 octobre. Les kibbutz sont situés à quelques kilomètres seulement de Gaza, où 2,3 millions de personnes vivent entassées sur une mince bande de terre de 41 km de long. La plupart d'entre eux est issue de familles qui possédaient autrefois des terres de l'autre côté de la barrière. 70% de la population de Gaza sont des réfugiés. Chaque jour, ils se rendent à la barrière et voient leurs terres, leurs maisons et leurs terres au-delà de cette barrière. Et ces terres appartiennent aux Palestiniens. Elles appartenaient aux Palestiniens. Ils y vivent depuis des millénaires. Le Hamas est un acronyme arabe du mouvement de résistance islamique. Il contrôle Gaza après avoir remporté les élections qui se sont déroulées dans toute la Palestine en 2006.
Le Hamas prône la résistance armée à l'occupation israélienne. Ses politiques et ses actions lui ont valu d'être désigné comme une organisation terroriste par de nombreux pays occidentaux. Gaza est sous un blocus depuis 2007. On ne peut imaginer la vie à Gaza que si l'on a vécu à Gaza et si l'on fait l'expérience de la vie à Gaza, surtout quand on est enfant. Tous les souvenirs marquants que j'ai de l'époque sont les funérailles des martyrs, les bombes, les F-16 et les chars qui envahissent nos maisons, les chars qui envahissent nos villes. Ce sont mes souvenirs. Lorsque vous êtes à Gaza, vous avez toujours l'impression d'être emprisonné. C'est vraiment une prison. En 2018 et 2019, les habitants de Gaza ont organisé des manifestations de masse pour réclamer le droit de retourner sur les terres qu'ils possédaient autrefois de l'autre côté de la barrière. Les Palestiniens se sont sentis abandonnés. Ils ont eu besoin de rappeler au monde qu'ils étaient toujours là. Ils espéraient toujours pouvoir retourner dans leur pays d'origine. Les Israéliens ont répondu par la force. Leurs snipers ont pris pour cible de nombreux jeunes hommes, dont des journalistes et des médecins. Des centaines de Palestiniens ont été assassinés ou tués de cette manière. J'étais journaliste à Gaza et j'ai couvert la marche du retour et j'ai vu des horreurs. J'ai vu un enfant recevoir une balle en pleine tête. Il portait encore son cartable. Israël affirme que les meurtres sont justifiés parce que les manifestants représentent une menace pour la sécurité du sud du pays. Lors de la grande marche du retour, nous y sommes allés pacifiquement, par milliers. Mais quelle a été la réponse de la communauté internationale? Rien. Les oreilles et les yeux sont toujours fermés. Dans ce contexte, nous avons discuté à maintes reprises au cours de nombreuses sessions de ce que nous pouvions faire. En général, il y a eu un consensus au sein du bureau politique. Nous devons agir, nous devons passer à l'action. Si nous ne le faisons pas, la Palestine sera totalement oubliée et rayée de la carte internationale. Nous l'avons dit à maintes reprises, la situation à Gaza est sur le point d'exploser. Et si cela se produit, nous ne permettrons jamais qu'elle explose à l'intérieur des villes. Nous irons jusqu'aux frontières orientales de la bande de Gaza, jusqu'à ceux qui oppriment, assiègent et emprisonnent notre peuple. Pendant des mois, le Hamas s'est entraîné ouvertement à l'incursion en mettant des vidéos en ligne. Les Israéliens obtiennent même une copie détaillée du plan d'invasion. Comme toutes les grandes surprises stratégiques, elle a été mal interprétée. Ce n'est jamais le manque d'informations qui conduit à un échec en matière de renseignement. C'est généralement le cycle du renseignement qui est rompu. Au sein de la principale agence de renseignement, une femme responsable des renseignements concernant le Hamas a soulevé des soucis à plusieurs reprises. Elle est montée aussi haut que possible, le chef du renseignement militaire. Il l'a écouté très attentivement et lui a dit « Je n'y crois pas, ils n'ont pas cette capacité ». Ils se sont trompés eux-mêmes par la perception. Gaza est découragé. Gaza et le Hamas réfléchissent à la manière de résoudre leurs propres problèmes internes, à la manière d'obtenir plus d'argent, plus d'emplois, à la manière d'ouvrir les frontières et à la manière de gérer le siège. Le Hamas n'a ni le temps, ni les moyens, ni la capacité de faire quoi que ce soit contre Israël. J'ai beaucoup étudié l'histoire des échecs des services de renseignement. J'ai publié des livres sur ce sujet. Je ne connais pas d'autre échec aussi grave
du moins dans l'histoire moderne du renseignement depuis 1939. Les combattants du Hamas reçoivent des instructions pour se présenter au point de rassemblement. Ce n'est qu'ensuite qu'ils reçoivent les détails de l'attaque. Aucun des combattants n'a eu connaissance de cette opération jusqu'à quelques minutes avant l'opération. C'était si proche que très peu de membres de la direction militaire, peut-être un ou deux membres du bureau politique, étaient au courant de l'opération. À ce moment, les rapports sur les mouvements inhabituels du côté gazaoui et de la barrière parviennent au service du renseignement militaire, au Shin Bet, le service de sécurité intérieure d'Israël. Dès les premières heures de la matinée, on dispose déjà d'informations assez fiables sur ce qui se passe, à tel point que le chef du Shin Bet et, je pense, peu après, le chef d'état-major, arrivent tous dans le bureau à 2 ou 3 heures du matin. Encore une fois, il est probablement considéré comme un exercice de plus. Les forces n'ont pas été mises en alerte, ce qui est la chose la plus naturelle à faire lorsque vous recevez des indications selon lesquelles quelque chose va se produire, mais que l'on ne sait pas quoi. La décision est prise de revenir le matin et d'examiner de nouveau la situation. Bien sûr, entre ce moment-là et l'attaque de 6h30, c'était bien trop tard. Des combattants du Hamas prennent d'assaut le principal point de passage d'Erez. Il s'agit de l'une des 10 brèches au moins dans la barrière. Des milliers de roquettes sont tirées sur Israël. Des parapentistes survolent la barrière. Le Hamas utilise des bateaux pour attaquer des cibles au nord de la bande de Gaza. Ce qui était impressionnant, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses synchronisées qui devaient se produire pour qu'ils réussissent. Des éléments de très basse technologie contre, vous savez, probablement la machine militaire la plus sophistiquée qui soit. De simples drones, même peu sophistiqués, ont détruit une grande partie des radars, des capteurs placés au sommet de toutes sortes de tours, ont détruit les nœuds de communication placés le long de la frontière, ce qui a eu pour effet d'aveugler le commandement sudiste dès le départ. La première ligne de défense d'Israël est débordée. Le Hamas attaque ensuite des bases militaires dans toute la région. Parmi elles, une base à Paga, à quelques centaines de mètres de la barrière. Chris Cobb-Smith est un enquêteur des droits de l'homme qui a servi pendant 20 ans dans l'armée britannique. Il a analysé la vidéo de l'assaut contre Paga. Il s'agit manifestement d'une base importante des forces de défense israéliennes. Et la façon dont ils ont réussi à franchir le périmètre et à prendre par surprise ce nombre de soldats des forces de défense israéliennes est tout simplement stupéfiante. Je ne vois pas comment on peut permettre que cela se soit produit.
Vous pouvez voir ici le nombre de véhicules blindés qui se trouvent dans les environs et qui ne semblent pas avoir été mis en marche. C'est juste incroyable de voir comment une telle situation a pu se produire. Au nom du sang de ton frère, tue-le! Le Hamas en attrape certains dans leur lit. C'est quelque chose que les forces israéliennes n'ont jamais connu, rien d'approchant. Pas même dans le pire rêve les plus sombres des citoyens israéliens ou des commandants de l'armée. Nous voulons que cette vidéo soit diffusée dans le monde entier, si Dieu le veut. C'est le casque d'un soldat. Nous sommes allés dans tous les coins et avec nos pieds purs, nous avons pénétré dans toutes les cachettes et il n'y avait aucun homme pour nous combattre. Des documents d'information militaire sont retrouvés sur des combattants du Hamas décédés. Ils donnent des conseils écrits sur le type de roquettes et de missiles anti-chars à utiliser contre un char Merkava. Celui-ci porte sur les véhicules blindés de transport de troupes, VBTT, quel type d'engins explosifs improvisés peuvent être utilisés contre les véhicules blindés de transport de troupes, les véhicules de combat d'infanterie et les véhicules blindés de combat. Il est donc très sophistiqué et très astucieux. Alors que les informations sur l'attaque commencent à circuler, les dirigeants du Hamas, à l'extérieur de la bande de Gaza, se réunissent pour prier. Mais les dirigeants ont été aussi surpris que n'importe qui par l'effondrement rapide de l'armée israélienne. Je pense que tous ceux qui ont regardé cela ont été surpris. Moi-même, j'ai été totalement surpris. Comment cela a-t-il pu se produire ? Certains membres du Hamas qui ont partagé leur expérience de ce qui s'est passé le 7 octobre avec des gens à qui j'ai parlé ont laissé entendre qu'ils s'attendaient à un taux de perte beaucoup plus élevé et qu'ils pensaient que 80 à 90% de ceux qui sont partis le 7 octobre mourraient en martyrs avant de revenir avec des otages dans la ville de Gaza. C'est exactement le contraire qui s'est produit, diamétralement opposé, puisque seuls 10 à 15% de ces combattants ont été tués avant de pénétrer dans les colonies israéliennes. La résistance était si faible du point de vue du Hamas qu'ils avaient une liberté de manœuvre absolue. Le Hamas se retrouve avec des villes et des kibboutz à sa merci. À 5 km de la barrière, des milliers de jeunes se sont rassemblés pour un festival de musique. D'après mes informations, ils ne savaient pas qu'il y avait un festival de la musique dans la région. C'était une surprise. Ils ont trouvé des centaines de jeunes sur le site au petit matin qui avaient fait la fête toute la nuit et qui étaient encore au festival de musique. Des centaines de fêtards non armés ont été tués. Certains se réfugient dans les petits abris antiaériens qui jalonnent l'autoroute principale. Ils sont pris au piège. Celui-ci vivant. Celui-là, tirez-le par les cheveux. Chargez-les, apportez-en plus. Par Dieu, nous allons bousiller votre État. Ne les tuez pas, nous avons besoin d'eux comme otages.
Apportez-en plus de l'intérieur. Rapidement, chargez-les. 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 Les combattants armés pénétraient rapidement dans les communautés civiles. Mais leur succès inattendu met en évidence les limites du Hamas en tant que force militaire. Une fois que les hommes armés ont eu accès au kibbutz, ils ne semblent pas savoir exactement ce qu'ils font, où ils sont et ce qu'ils veulent accomplir. Ils errent sans but. Ils se crient dessus, ils se disputent. Sur ces images, ils sont clairement sous le feu de l'ennemi et ne font rien pour y remédier. C'est le chaos total. La première priorité semble être de retirer les munitions et les armes de leurs propres blessés. Il n'y a aucune tentative de premier soin, et ce n'est certainement pas ce que l'on pourrait appeler une chaîne de commandement. Il n'y a pas de leader. Allahu Akbar et gloire à l'islam et aux musulmans. Les moudjahidines et les combattants les prennent à la gorge. Il y a un hélicoptère! Dispersés! Des centaines de résidents du kibbutz non armés sont tués. Le Hamas s'empare d'un grand nombre d'otages. Au fur et à mesure que la nouvelle se répand de l'existence de brèches dans la barrière, des centaines de Gazaouis s'y engouffrent. De nombreuses personnes ont pu quitter la bande de Gaza, y compris des personnes qui ne faisaient même pas partie de l'opération. Des civils, des contrebandiers, des criminels qui pensaient pouvoir s'enrichir rapidement. Les gens vont passer par là et ils vont faire ce qu'ils veulent. Il y a une vague de pillage. Le peuple puissant a ramené les chevaux. Que Dieu soit avec vous. Beaucoup de gens, des gens ordinaires, sont venus de Gaza, dans les kibbutz et dans la région. Des milliers de personnes ont pénétré dans cette région. Par conséquent, une grande partie de ce qui s'est passé n'était pas le fait des seuls combattants, qu'ils soient bons ou mauvais. Un grand nombre de personnes enlevées semblent avoir été capturées par des civils gazaouis plutôt que par des combattants du Hamas. Au kibbutz Nirotz, un groupe de travailleurs thaïlandais est pris dans le chaos. Mes amis ont couru vers la cachette, mais je devais d'abord utiliser les toilettes. Lorsque je suis sorti de la salle de bain, des civils gazaouis ont pénétré dans notre camp. Il semblait que les habitants de Gaza étaient ravis de pouvoir détruire des biens. Je les entendais tirer dans le ciel, chanter et danser. Voici de la nourriture. J'ai cru que je ne survivrais pas.
J'étais allongé sur le sol et je me couvrais la tête avec les mains. Witoun y traînait dans la salle où ses collègues thaïlandais ont été assassinés. Il est placé sur une moto et rejoint un groupe de personnes se dirigeant vers la bande de Gaza, transportant du butin et des otages. Le souvenir de cette journée me hante encore. Les Israéliens mobilisent des hélicoptères de combat. Les combattants du Hamas tentent en vain de les abattre. Les Israéliens diffusent plus tard des images de dizaines de frappes. À la télévision israélienne, les pilotes admettent qu'il était difficile de distinguer les tireurs des civils israéliens. J'étais dans les airs lors d'une des sorties et ils ont dit qu'il y avait des personnes qui avaient été enlevées. Que faire alors? Comment tirer sur quelqu'un qui revient vers la frontière? Bonne question. C'est un dilemme super complexe. La décision repose entièrement sur vous. Il n'y a personne à qui parler. Oui, il n'y a personne à qui parler. En l'absence de direction, les pilotes disent qu'ils rejoignent des groupes WhatsApp locaux pour identifier les cibles. L'idée que les pilotes obtiennent des informations par l'intermédiaire de groupes WhatsApp est vraiment remarquable. C'est un signe de l'initiative qui cherche tous les moyens d'obtenir des informations. Des dizaines de personnes tentent d'entrer par la gauche. Et en même temps, c'est un scandale. Je veux dire, quelle sorte de façon de mener une guerre moderne? Il y en a beaucoup ici. Le journal israélien Yediot Ahronoth indique qu'à midi, l'armée publie une version de ce que l'on appelle la directive Hannibal. La directive Hannibal est un protocole informel qui dit « Nous préférons qu'un soldat soit tué plutôt que d'être capturé vivant ». La directive Hannibal est le résultat d'humiliations antérieures où Israël a remis des centaines de prisonniers palestiniens en échange de la libération d'un soldat israélien. Il était entendu que dans un tel cas, le résultat préféré était un soldat tué et non un soldat captivé. Le 7 octobre, il semble que la directive Hannibal ait été réactivée et appliquée même aux otages civils. L'armée de l'air a opéré pendant 16 heures en vertu d'une instruction visant à empêcher les mouvements de Gaza vers Israël et le retour d'Israël vers Gaza. 70 véhicules ont été touchés. Dans certains cas, au moins, tous les occupants du véhicule ont été tués. L'armée israélienne ne dément pas ce rapport. Les secouristes israéliens diffusent des images de civils brûlés dans une voiture. La voiture a été percutée par le haut. Eh bien, pour moi, il est inexcusable qu'un hélicoptère ou n'importe quel système d'armes engage une cible si vous ne savez pas ce qu'est cette cible. Les images que nous regardons ici, je les trouve très inquiétantes. Nous avons ici beaucoup de gens qui se dirigent vers Gaza en passant par la brèche à l'arrière. Ce qui me préoccupe, c'est que ces images ne nous permettent pas de savoir s'il s'agit d'hommes armés du Hamas ou de civils, ni même de savoir qui ils sont ou s'il s'agit d'otages. Et je ne crois pas que le pilote de l'hélicoptère ou l'opérateur de la mitrailleuse soit en mesure de le dire également. La chaîne 12 israélienne interviewe ensuite une habitante d'un kibboutz qui a été enlevée. Elle raconte avoir essuyé des tirs d'un hélicoptère. Et alors que nous avancions à environ un demi-kilomètre de la clôture, l'hélicoptère tire. Coup de feu, des tirs sur nous, et je suis sûr que ça y est, je vais mourir maintenant. Puis je lève la tête et je suis en vie. Les terroristes ont-ils été tués par les tirs? Tous les terroristes ont été tués, aucun n'est resté en vie. Ces images montrent les conséquences de ce qui semble être une attaque d'hélicoptère similaire. Il y avait 9 otages dans le véhicule décrits dans le reportage de la télévision israélienne. Un a été tué, les 8 autres, dont 3 enfants, ont survécu. Les otages sont ensuite filmés en train d'être emmenés à Gaza dans un second véhicule.
même si vous n'utilisiez que la mitrailleuse de l'Apache. Ces grosses balles ont un certain effet sur la zone. Et la cadence de tir est élevée, de sorte que si vous tirez sur un groupe de personnes, il est fort probable que vous tuiez tout le monde. Vous mettez en toute connaissance de cause vos propres civils en danger. Je trouve cela très inquiétant d'utiliser ce type d'armes dans un environnement où l'on ne peut pas faire la différence entre un ami et un ennemi, entre un civil et un combattant. L'analyse de la liste des morts de l'unité d'enquête révèle que 27 otages sont morts quelque part entre leur domicile et la barrière de Gaza, dans des circonstances qui n'ont pas été expliquées. Qui est à l'intérieur? Les forces de sécurité israéliennes arrivent sur le site du Festival de la musique. Étendez la zone de recherche, il pourrait également se trouver sous la scène. Y a-t-il des blessés ici? Sont-ils tués? Sont-ils tous morts? Toutes les personnes sur la scène sont mortes. Il y a quelqu'un? Donnez-nous un signe de vie. Il n'y a aucun signe de vie? Non. Elle est morte. Elle est morte. Des unités de la police et de l'armée prennent d'assaut les kibboutz. Il semble qu'ils aient eux aussi appliqué la version de la directive Hannibal et tué des civils. Be'eri est le plus grand kibboutz de la région. Les médias israéliens révèlent que 12 personnes y ont trouvé la mort lorsque la police et l'armée ont ouvert le feu sur une maison où se trouvaient des otages. La chaîne 12 israélienne s'entretient avec 2 survivantes. Ils ont soudainement amené un char et j'ai demandé à l'un des soldats « Si vous tirez des obus, est-ce qu'ils ne feront pas de mal aux otages ?» Il m'a dit « Non, nous le faisons que sur le côté pour abattre les murs. » Waouh, voir un char d'assaut à l'intérieur de Be'eri qui conduit sur la route, waouh. Il y a eu des tirs là-bas, waouh. Soudain, un horrible boom. Et je n'arrive pas à bouger mes jambes. Cette histoire a été ignorée par les médias occidentaux. S'ils ont été tués, ils l'ont été à cause des éclats d'obus. Ils n'ont pas été tués parce qu'ils ont été exécutés. Ils ont été tués par la fusillade. Il y a eu une fusillade folle dans la maison. C'était de la folie. Un char est arrivé et a tiré des obus. C'était incroyable. Si tous les otages sont morts, c'est uniquement à cause du bombardement. De nombreux autres bâtiments présentent des dommages similaires à ceux de la maison de Be'eri. Toutes les images que j'ai vues de l'assaut du Hamas de l'autre côté de la frontière, à travers la barrière, dans le kibbutz, montrent qu'ils ne sont armés que d'armes légères. Il ne s'agit que de RPG, des grenades propulsées par fusée et des armes de poing personnelles. Cette image est clairement prise à l'intérieur d'une maison. 2 trous dans le mur, probablement par une sorte d'arme lourde, tirée contre la maison, très probablement un char d'assaut. Il est impossible qu'un RPG cause autant de dégâts. Sur cette image, il est clair que le bâtiment a subi des dommages structurels catastrophiques, qui n'ont pas été causés par un effondrement structurel dû à un incendie. On pense que cela a dû être l'utilisation d'un système d'armement lourd pendant le combat. Les dommages structurels catastrophiques subis par nombre de ces bâtiments ne peuvent être dus qu'à l'utilisation de systèmes d'armes lourdes contre le kibbutz lui-même. L'unité d'enquête a calculé que 1154 Israéliens et ressortissants étrangers ont été tués le 7 octobre et dans les jours qui ont suivi. Parmi eux, 256 sont des soldats. 53 appartiennent à la police et à d'autres forces de sécurité, et 63 des agents de sécurité civile. Les 782 qui restent sont non armés. La liste des morts de l'unité d'enquête révèle qu'au moins 18 de ces civils ont été tués par les troupes israéliennes terrestres. D'autres corps, retrouvés dans les décombres, sont morts dans des circonstances peu claires. Dans les jours qui suivent le 7 octobre, l'armée israélienne fait visiter les kibboutz aux journalistes.
C'est quelque chose que les monstres font, pas des humains. Les combattants du Hamas et d'autres ont commis des crimes le 7 octobre. Cependant, les médias israéliens se concentrent non pas sur les crimes qu'ils ont commis, mais sur ceux qu'ils n'ont pas commis. J'ai parlé à certains soldats et ce qu'ils disent, c'est ce dont ils ont été témoins en passant par ces différentes maisons, ces différentes communautés, des bébés, la tête coupée. C'est ce qu'ils disent. Personne ne pouvait s'attendre à ce que cela se passe ainsi. Les horreurs que j'entends de la bouche de ces soldats, comme je l'ai dit plus tôt, une quarantaine de bébés ont été transportés sur des couchettes. La liste des morts de l'unité d'enquête indique qu'aucun bébé n'a été tué à Kfar Aza, le kibbutz d'où provient ce rapport. L'histoire a néanmoins été reprise par les médias internationaux et répétée par le président américain Joe Biden. Je fais cela depuis longtemps. Je n'ai jamais vraiment pensé que j'aurais la confirmation des images de terroristes décapitant des enfants. La Maison-Blanche a précisé par la suite que le président n'a pas vu de photos d'enfants décapités. Un officier supérieur de l'armée israélienne s'adresse ensuite aux journalistes devant une maison incendiée dans le kibbutz Be'eri. C'est dans cette maison que 12 otages semblent avoir été tués lors de l'assaut de la police et de l'armée israélienne. À l'intérieur de cette maison se trouvaient 15 autres personnes brûlées. Parmi elles, 8 bébés dans ce coin. Ils étaient concentrés là et ils les ont tués et brûlés. Vous les avez vus? Je les ai évacués. La liste des morts montre qu'il n'y avait pas de bébés dans la maison. Ce que ne dit pas le colonel Vac aux journalistes, c'est que les victimes sont presque certainement décédées à cause des forces israéliennes. 2 jours plus tard, le responsable de Zaka, une organisation bénévole chargée de collecter les corps, donne à Sky News un récit différent de ce qui s'est passé dans la même maison. Et nous parlons d'enfants. 2 tas de 10 enfants, chacun a été attaché dos à dos et brûlé vif. C'est quelque chose qui va au-delà. C'est un niveau supérieur. Je veux dire que c'est vraiment indescriptible. C'est indescriptible et je ne décrirai pas tout ce que j'ai vu. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a répété ce récit lors d'une conversation avec le président Biden. Ils ont pris des dizaines d'enfants, ils les ont ligotés, ils les ont brûlés et ils les ont exécutés. La liste des morts indique que 2 jumeaux de 12 ans ont été tués lorsque la police et l'armée ont pris d'assaut leur maison à Be'eri. Mais il n'y avait pas d'autres enfants. C'était une interview que vous avez accordée à la chaîne de télévision britannique Sky. 2 tas. Nous les avons trouvés à Be'eri. 2 tas de 10 enfants. Chacun a été attaché dos à dos et brûlé vif. Encore une fois, si nous regardons les chiffres des décès à Be'eri, il n'y a eu que 10 enfants qui sont morts à Be'eri. Il ne s'agissait pas d'enfants, mais de personnes âgées de 18 ans. Lorsque nous les regardons tous ensemble et qu'ils sont brûlés, vous ne savez pas exactement l'âge. Donc nous parlons de personnes de 18 à 20 ans et vous ne pouvez pas regarder sur place et identifier pour voir les âges ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas la seule histoire douteuse que Yoshi Lando raconte sur le kibbutz Be'eri. Nous allons plus loin, puis nous voyons une femme. Elle était allongée sur le sol, dans une flaque de sang, une grande flaque de sang. C'était une femme enceinte. Son ventre avait été éventré. Le bébé qui était relié par le cordon a été poignardé et elle a reçu une balle dans le dos. Le kibbutz Be'eri a démenti cette version. L'histoire de la femme enceinte rapportée par Zaka n'est pas pertinente pour Be'eri.
Yoshi Lando assure avoir été témoin de cette scène à Berry. Si vous voulez voir l'image, j'ai la photo. Pouvez-vous partager avec nous les preuves photographiques? Pour vous montrer? Oui. C'est dans mon téléphone. J'aimerais ne pas le montrer à la caméra. Ce n'est pas grave, je viendrai voir. Voici le couteau qu'ils ont utilisé. Ici, il y avait la femme, mais c'est l'image après que les corps aient été enlevés. Oui, c'est le bébé. C'est lui. Je suis désolé d'être explicite, mais je ne vois pas de bébé ici. On ne voit pas le bébé parce que... Mais voici la photo de la mère. Lorsque nous sommes arrivés, nous n'avons pas pensé à tout photographier. Nous ne l'avions pas prévu. Ce n'était pas dans nos... La photo montre un morceau de chair carbonisée non identifiable. La liste des morts ne contient aucune victime correspondant à la description de Yoshi Lando. Le 7 octobre, 2 bébés meurent. L'un est tué par une balle tirée à travers une porte. L'autre meurt à la suite d'une césarienne d'urgence après que la mère ait été blessée par balle. Aucun d'eux n'est brûlé ou décapité. Vous qui avez senti cela de vos propres mains, de vos propres yeux, de votre nez, que diriez-vous à cette personne qui minimise ce qui s'est passé ici? Je ne dirai rien. Je demanderai, s'il vous plaît, il devrait être avec le terroriste du Hamas et il devrait être tué, parce qu'il en fait partie. Les visites de célébrités se succèdent et l'on continue à leur montrer des berceaux de bébés et le monde continue d'entendre parler des bébés assassinés. Lorsque vous prenez des bébés, que vous les coupez, les attachez et les brûlez vifs, vous les traitez moins bien qu'un animal. 1300 personnes assassinées et des meurtres de bébés. Ces salauds ont mis ces bébés dans le four et l'ont allumé. Nous avons trouvé les corps quelques heures plus tard. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, décrit le sort de 2 jeunes enfants. Une famille de 4 personnes, un jeune garçon et une jeune fille, âgés de 6 et 8 ans, et leurs parents, autour de la table du petit déjeuner. Le père s'étant fait arracher un œil devant ses enfants, la mère s'étant fait couper les seins, la fille ayant été amputée d'un pied, le garçon s'étant fait couper les doigts avant d'être exécuté. Puis leur bourreau s'asseyait et prenait un repas. C'est de cela qu'il s'agit dans cette société. Cette histoire provient également de Yoshi Lando et de Zaka. Une analyse des preuves suggère qu'elle est également fausse. Sur les 782 victimes non armées tuées le 7 octobre, 36 sont des enfants, dont 13 âgés de 12 ans. Aucun n'est mort dans les circonstances décrites par Anthony Blinken. Mark Owen Jones, analyste des médias, suit la propagation de ces histoires sur Internet. Il estime qu'elles ont une utilité. Comment, en tant qu'Israël, créez-vous un équilibre en disant que ce que nous faisons est moralement juste, même si nous tuons beaucoup plus de gens? Il faut mettre l'accent sur la brutalité, car on ne peut pas dire que l'on a tué moins que le Hamas. Alors, comment faire? En essayant de rendre l'importance de ces morts individuelles encore plus dégoûtante et répréhensible. Si vous pouvez activer le sentiment de dégoût des gens, je pense qu'ils seront plus enclins à soutenir, par exemple, des représailles brutales contre les Palestiniens. En décembre, Benjamin Netanyahou rencontre les volontaires de Zaka et les remercie d'avoir parlé à la presse mondiale. Nous devons gagner du temps. C'est ce que nous faisons en nous tournant vers les dirigeants mondiaux et l'opinion publique. Vous avez un rôle important à jouer en influençant l'opinion publique, qui influence également les dirigeants. Les histoires de bébés et d'enfants assassinés ne sont pas les seules à être remises en question. Le chef de la médecine légale israélienne décrit à Sky News l'état des cadavres d'adultes qu'il a examinés. De nombreux corps ont été abattus, mais avant d'être abattus, ils ont été découpés. C'est donc un mode d'exécution. On peut voir ici des coups de couteau dans le dos et sur la tête. Et si vous faites un scanner, vous pouvez voir que le bassin est brisé. Ce sont des balles à l'intérieur. On lui a donc tiré dessus. On l'a poignardé, on l'a brûlé et on l'a écrasé.
Les Israéliens affirment avoir retrouvé de nombreux corps mutilés par des combattants du Hamas et d'autres personnes. Mais les preuves suggèrent que certains d'entre eux, au moins, pourraient ne pas être des Israéliens. Écrasez-le! Enculé de sa mère! Écrasez-le! Au lendemain du 7 octobre, un grand nombre de vidéos montrant des sévices et des mutilations infligées à des cadavres palestiniens sont mises en ligne. Le gouvernement israélien admettra plus tard que 200 des corps initialement identifiés comme israéliens étaient en fait des Palestiniens. Lors de l'attaque atroce du Hamas contre notre peuple le 7 octobre, nous avions initialement annoncé que le nombre de victimes s'élevait à 1400. Aujourd'hui, nous avons revu ce chiffre à la baisse à 1200, parce que nous avons compris que nous avions surestimé le nombre de victimes. Nous nous sommes trompés. Certains corps étaient tellement brûlés que nous pensions qu'il s'agissait des nôtres. Mais en fin de compte, c'étaient des terroristes du Hamas. Il existe de nombreuses preuves produites par les Israéliens qui sont contradictoires, potentiellement des automutilations. Si les gens disaient « Oh, en fait, nous avons examiné les différents corps et nous avons réalisé que certains des corps brûlés étaient en fait des Palestiniens et non des civils », cela soulève la question de savoir pourquoi ils ont été brûlés et par qui. Comment ont-ils été mutilés et qui les a mutilés? Une enquête médico-légale digne de ce nom devrait permettre de déterminer qui les a tués et comment ils ont été tués. Israël affirme également que le Hamas est coupable de viols généralisés et systématiques. Le gouvernement israélien a publié une vidéo attaquant les Nations Unies et d'autres institutions mondiales pour ce qu'il qualifie d'inaction et d'indifférence à l'égard du sort des femmes israéliennes. Je voudrais signaler un délit. Oui, j'ai été violée. Vraiment? Désolé. Nous sommes ici pour vous aider. Que s'est-il passé? J'étais à un festival de musique. Nous avons entendu des coups de feu, tout le monde courait, j'ai commencé à courir et il m'a attrapé. Il a crié quelque chose en arabe et il a déchiré mon... Désolé de vous interrompre, vous avez dit qu'il criait en arabe? Oui. Madeleine Reiss est à la tête d'une organisation internationale de défense des droits des femmes. La direction a décidé que toute violence contre les Israéliennes relève de la résistance légitime. Nous sommes désolés. C'est vraiment un coup très bas. Immédiatement après les horribles attaques du 7 octobre, les Nations Unies ont réagi en demandant à la commission d'enquête, qui existe déjà, de se pencher sur les atrocités commises dans la région et de dire qu'elle souhaitait venir enquêter, qu'elle était prête à le faire et qu'elle était en mesure de le faire. Et cela a été bloqué. Bloqué par Israël. Le Hamas nie que des viols ont eu lieu le 7 octobre. Dans aucun cas, il n'y a eu de preuve qu'il y ait eu un viol, en aucun cas. Je suis sûr, sur la base de notre culture, sur la base de nos croyances, il est impossible que cela soit arrivé. Mais certains affirment avoir été témoins de viols de femmes. L'un d'eux est un survivant du Festival de la musique. Il affirme avoir vu un groupe de civils palestiniens entourer une femme. Ils ont formé un demi-cercle autour d'elle. Ils étaient à environ 30 ou 40 mètres de nous. Ils l'ont attrapée pour qu'elle ne bouge pas. Je regarde à travers les feuilles, à travers les branches. Ils ont commencé à la tirer dans tous les sens. Et ils l'ont déshabillée. C'était un viol. La police israélienne présente un témoin anonyme qui a décrit un autre viol, également lors du festival de musique. Elle était vivante, la fille qu'ils ont violée? Oui, elle était vivante. Elle n'était pas habillée et il lui a coupé le sein. Il lui a coupé le sein et il l'a jeté sur la route. Et il jouait avec. Dans une autre interview, ce témoin dit avoir vu au total 5 femmes violées et des hommes armés se promener avec les têtes coupées de 3 femmes. Mais aucune preuve médico-légale de violence sexuelle n'a été produite. Un site web créé par le gouvernement israélien pour documenter les atrocités présumées du 7 octobre ne contient qu'une seule vidéo indiquant un viol. On y voit le corps d'une jeune femme gisant au bord d'une route à 14 km au nord du site du festival de musique. Elle ne porte pas de sous-vêtements. En décembre, cette histoire a été au centre d'une enquête du New York Times.
Mais le rapport a été mis à mal lorsque la sœur de la femme a publié sur Instagram qu'il était faux. Oui, ils l'ont violée, mais dans le cas de ma sœur, non. La famille a nié qu'elle ait été violée. Ils ont dit qu'il aurait été très difficile pour elle d'être violée parce qu'elle était en contact avec eux pendant l'attaque du Hamas et que sa dernière correspondance avec eux était probablement environ 4 minutes avant qu'elle ne soit tuée. C'est vrai. Ils se demandent donc comment elle a pu être abattue, brûlée et violée en l'espace de 4 minutes. Cela n'a aucun sens. L'un des 3 auteurs du rapport, Anat Schwartz, est une ancienne fonctionnaire des services de renseignement israéliens qui n'a guère d'expérience journalistique. Elle a déjà émis des messages génocidaires sur les réseaux sociaux appelant à transformer Gaza en abattoir. Je crois qu'il y a eu viol. Dans tous les conflits, chaque fois que des hommes armés ont l'intention de perpétrer des violences, il est très improbable qu'il n'y ait pas de violence sexuelle. Mais rien de ce que j'ai vu jusqu'à présent ne suggère que c'était généralisé et systématique. C'était une barre très haute à atteindre. Pour montrer qu'il s'agissait d'une pratique généralisée et systématique, il faudra disposer de beaucoup plus de preuves que celles qui ont été révélées jusqu'à présent, et bien plus de preuves corroborantes que celles qui ont été diffusées. 5 mois après le 7 octobre, un rapport de la représentante spéciale des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit a conclu qu'il existait des motifs raisonnables de croire que des violences sexuelles ont été commises en période de conflit. L'auteur a souligné que son rapport n'était pas une enquête. Elle a exhorté les Israéliens à permettre un processus d'enquête à part entière et à accorder, sans plus attendre, l'accès à la Commission internationale d'enquête qui a pour mandat d'enquêter sur les violations des droits de l'homme en Israël et dans les territoires occupés. Israël refuse toujours de le faire. Le rapport des Nations Unies s'est largement appuyé sur des responsables israéliens et des secouristes. Il a déclaré que les preuves visuelles ne fournissaient aucune indication tangible de viol. Une conclusion étayée par l'analyse des vidéos et des photographies de l'unité d'enquête. En janvier, la police israélienne a déclaré qu'elle avait du mal à établir une correspondance entre les témoignages et les victimes connues. La policière chargée de l'enquête a déclaré au journal israélien Haaretz « À ce stade, je n'ai pas de corps précis. En l'absence d'une enquête crédible et indépendante, je ne pense pas que nous puissions affirmer qu'il s'agissait d'une pratique généralisée et systématique. Nous avons essentiellement affaire à un État qui a instrumentalisé les horribles attaques contre les femmes afin de justifier, selon nous, une attaque contre Gaza dont la majorité des victimes sont des femmes. » En réponse aux événements du 7 octobre, Israël lance un bombardement sur la bande de Gaza. Le 7 octobre, la première chose dont je me souviens, c'est que j'étais terrifié. J'étais terrifié parce que je connais la réaction israélienne. À chaque fois qu'un Israélien est tué, il tue 100 à 200 Palestiniens. Alors, quand j'ai entendu que le nombre d'Israéliens tués était supérieur à 1000 personnes, j'ai su qu'Israël réagirait de manière barbare. « 1154 personnes ont été tuées le 7 octobre. Après 5 mois de bombardement, environ 31 000 personnes ont été tuées à Gaza. 27% sont des hommes adultes, 29% des femmes adultes, 44% des enfants. Il y a plusieurs centaines de bébés parmi les morts. Vous avez tué les jeunes et les vieux! Où êtes-vous? Où est la conscience du monde? En raison de la destruction des services de santé à Gaza, de nombreux morts n'ont pas été recensés et le nombre réel de victimes est probablement beaucoup plus élevé.
À maintes reprises, des récits de viols et de meurtres de bébés par le Hamas ont été utilisés pour justifier les actions d'Israël. J'entends les appels pour un cessez-le-feu. Dites-moi, quelle est la réponse proportionnelle aux mesures de bébés, aux viols de femmes et à leur incinération pour décapitation d'un enfant? La réponse proportionnelle au massacre du 7 octobre est la destruction totale jusqu'au dernier des membres du Hamas. Tuer, massacrer des femmes, des enfants, des bébés, des viols, des décapitations. Nous allons les rayer de la carte, les effacer de la surface de la terre. Ce n'était pas seulement un viol, c'était de la torture. Je ne pense pas qu'on puisse s'attendre à ce qu'Israël coexiste ou trouve une voie de sortie diplomatique avec des sauvages. La première chose que j'ai dite à Netanyahou lorsque cela s'est produit, c'était « Achevez-les, n'oubliez jamais ce qui s'est passé ». La violence sexuelle et d'autres formes de violence sont utilisées pour déshumaniser un ennemi. Et la déshumanisation est importante dans les conflits. Pourquoi? Parce que la déshumanisation abaisse le seuil à partir duquel vous acceptez d'attaquer ou de blesser un autre groupe de personnes. Et comment y parvenir? En les considérant comme des sous-hommes. Plus de 70% des personnes décédées étaient des femmes et des enfants. 70%. Et nous savons que plus de 160 femmes par jour doivent accoucher sans aucune protection médicale adéquate, en subissant des césariennes sans aucune forme d'anesthésie. Je veux dire que c'est absolument barbare. C'était le 22 octobre. Et ma famille dormait dans sa maison. Il y avait mon père, mon frère aîné, sa femme et ses 3 enfants. Il y avait aussi mon frère cadet, ma sœur aînée Walla et 4 de ses enfants. Il y avait ma sœur Ala et ses enfants. Il y avait ma sœur Aya et ses 3 enfants. Ils dormaient tous. Il était 5 heures du matin. Quand Israël a bombardé ma maison, ils ont tous été tués. 21 ont été tués. Pour les dirigeants du Hamas, les conséquences du 7 octobre pour le peuple palestinien semblent être un prix à payer pour mettre fin à l'occupation israélienne. Le 7 octobre a envoyé un message très fort et très clair, un message bien défini. Personne ne peut contourner les Palestiniens. Personne ne peut jouir de la stabilité ou de la sécurité tant que les Palestiniens ne jouissent pas de leur droit authentique à l'indépendance, à l'autosouveraineté, à la dignité et à la liberté. Je regrette de vous dire que je pense que c'était un succès phénoménal de leur point de vue. Ils ont remis la question palestinienne à l'ordre du jour régional et mondial. Mais la guerre se terminera tôt ou tard. Les gens sortent déjà de chez eux et vont voir à quoi ressemble Gaza aujourd'hui. Et ce n'est pas une belle image. Une partie de ces mesures était nécessaire pour des raisons opérationnelles. Et une autre partie était destinée à faire comprendre qu'une telle situation ne peut plus jamais se reproduire. Et attention, c'est le prix à payer. Le prix payé par les Palestiniens est terrible. C'est vrai, il est lourd. Mais citez-moi une lutte de libération dans laquelle il n'y a pas eu de prix coûteux. Au Vietnam, combien de millions de personnes ont péri pour que le Vietnam devienne libre? Vous voyez donc qu'il n'y a pas de solution de facilité. Il n'y a pas de petit prix à payer pour la liberté et l'indépendance. Et les Palestiniens comprennent bien cela. Ils se vengent
La seule chose qu'ils font, c'est se venger. Et se venger de qui? Du peuple palestinien, des civils, des femmes, des enfants. Ce sera un traumatisme dont les Palestiniens ne guériront jamais. Le New York Times a déclaré qu'il maintenait son enquête sur le viol d'une Israélienne. Anna Schwartz a déclaré avoir émis par inadvertance le message appelant à transformer Gaza en abattoir. Le département d'État américain a déclaré qu'il n'avait aucun commentaire à faire sur le témoignage d'Anthony Blinken. L'unité d'enquête d'Al Jazeera a contacté toutes les autres personnes figurant dans ce documentaire, mais n'a reçu aucune réponse.